Le troisième dossier, c'est le grand classique de l'hépatogastroentérologie à l'internat, mais aussi à l'ECN. Donc, il était obligatoire qu'il apparaisse lors de cette conférence. Il s'agit d'un homme qui est âgé de 56 ans. Et il a un antécédent, il est porteur chronique du VHB au stade de cirrhose depuis 3 ans. Il n'est pas suivi. Et il est admis en urgence pour une hémorragie digestive extériorisée sous la forme d'une hématémèse plus méléna. L'hémorragie digestive, c'est le dossier phare qui tombait à l'internat, qui tombait un petit peu à l'ECN, pas encore beaucoup, mais qui tombera beaucoup à l'ECN. Et à partir de là, ce dossier phare, les deux principales causes d'hématémèse associées à du méléna, c'est fatalement un saignement du tube digestif haut. Ce saignement du tube digestif haut, soit vous avez dans l'histoire un risque d'hypertension portale sous la forme d'une maladie cirrhogène sous-jacente, et donc vous allez avoir une cause liée à l'hypertension portale, soit vous ne l'avez pas, et c'est globalement une maladie ulcéreuse. D'accord ? À l'admission, il a une hypotension, il a une tachycardie, il a une conscience normale. Simplissime. Quel est votre diagnostic principal pour expliquer cette hémorragie digestive ? Rupture de varices œsophagiennes. D'accord ? Oh, la conduite à tenir est extrêmement simple. Hein ? Quand vous avez une hémorragie par la bouche sous la forme d'une hématémèse, mais c'est la même chose quand vous avez en bas des rectorragies massives avec choc ou un méléna, votre saignement vient fatalement de quelque part entre la bouche et l'angle de Treitz. Première hypothèse, vous avez un risque d'hypertension portale positive. La cause la plus fréquente, c'est la rupture de varices œsophagiennes. Vous n'avez pas de risque d'HTP. La cause la plus fréquente, c'est l'ulcère. Donc ici, patient qui est porteur d'une cirrhose, qui n'est pas suivi, qui fait une hématémèse, il a probablement une hypertension portale, c'est une rupture de varices œsophagiennes, en priorité, en première hypothèse, et jusqu'à preuve du contraire, et il est inutile de proposer autre chose. Donnez vos prescriptions immédiates à l'arrivée du patient. Alors ça, c'est la question qui est non seulement une question tout à fait tombable, mais que vous serez obligé de vous poser quand vous allez prendre en charge une hématémèse lors de votre prochaine garde aux urgences, donc dans quelques semaines. Je reprends, c'est une urgence, on le marque. Le patient il saigne, vous êtes d'accord, on ne va pas le traiter en ambulatoire. Repos au lit strict, agent strict, surveillance scopée, d'accord ? Alors là, on aurait pu mettre scope, plus oxymétrie de pouls, plus diurèse, pour avoir une réponse complète. Il a une hémorragie digestive, c'est-à-dire qu'il saigne. Saigner, ça veut dire perdre des globules rouges, ça veut dire perdre le transporteur d'oxygène, donc oxygénothérapie par voie nasale, en débutant par 2 litres par minute, puis adapté au gaz du sang. Là aussi, les mots-clés, la phrase clé. Il saigne. Pose de 2 voies veineuses de bon calibre. Il perd donc de l'hémodynamique. Rééquilibration hémodynamique par macromolécules. Et puis comme c'est un choc hémodynamique par saignement, les macromolécules ne suffiront pas. Il faut transfuser le malade en sang isogroupe isorésus.
Enfin, il saigne, on apporte de l'oxygène, on rééquilibre l'hémodynamique, on apporte du sang, mais il perd également du sérum, donc rééquilibration hydroélectrolytique, en fonction du bilan entrée-sortie, en commençant par 2 litres de G5 avec du NaCl, avec du KCl, ne pas oublier les polyvitamines, ne pas oublier un peu le phosphore chez le cirrhotique, et lui proposer, l'adapter ensuite au bilan entrée-sortie. Mais ça ne suffit pas. Là, nous avons mis en place les règles réanimatoires d'un patient qui saigne. Il va falloir maintenant essayer de traiter la cause, prendre en charge la cause. Il faut donc essayer d'obtenir une vidange gastrique. Pourquoi une vidange gastrique? Parce que ça va être la préparation à l'endoscopie d'urgence. Et à l'heure actuelle, c'est l'érythromycine, 250 mg en IVD. Il faut que vous le sachiez parce que c'est ce que l'on vous demandera de faire une demi-heure à peu près avant l'endoscopie. C'est-à-dire que globalement, il faudra passer l'érythromycine au moment où vous appellerez l'endoscopiste d'astreinte pour venir faire la fibroscopie diagnostique et d'urgence. Cette érythromycine remplace maintenant l'ancienne pose de sonde nasogastrique et le lavage gastrique à l'eau glacée, qui est extrêmement mal toléré par le patient et qui nécessitait une intubation en cas de coma et qui en plus ne donnait pas de très bons résultats d'un point de vue de la préparation gastrique. On peut mettre une sonde nasogastrique si on a un doute sur l'hématémèse, mais si le patient a vomi devant vous ou s'il a des mélénas, la discussion se pose. Il faut débuter un traitement à ce moment-là, vasoconstricteur, splanchnique, par de la sandostatine. Dès que vous avez pris en charge une hémorragie digestive avec des stigmates ou des éléments évocateurs d'une hypertension portale sous-jacente, vous devez penser à la rupture de varices œsophagiennes, préparer le malade d'un point de vue réanimatoire comme nous l'avons dit, préparer la fibroscopie diagnostique et thérapeutique avec l'érythromycine, et il faut commencer un traitement spécifique qui est la sandostatine 25 microgrammes/heure au pouce-seringue, ou un autre vasoconstricteur comme la terlipressine, mais en sachant que la terlipressine entraîne des vasoconstrictions artérielles un petit peu gênantes. Il faut systématiquement donner un IPP. Je vous propose oméprazole 40 mg ou oméprazole 10 mg par heure au pouce-seringue électrique, comme vous voulez, mais il faut systématiquement, même si ce n'est pas un ulcère que vous évoquez ici, traiter avec un IPP. Pourquoi? Parce que l'IPP va permettre d'obtenir une achloridrie gastrique, va permettre d'obtenir une neutralité du pH et améliore l'obtention du clou plaquettaire, donc a une action également d'arrêt du saignement. Enfin, 2 mots extrêmement importants à mettre quand vous avez une hémorragie digestive chez un patient cirrhotique, c'est la prévention de l'encéphalopathie. Le sang qui se trouve dans l'intestin va entraîner un risque d'encéphalopathie, donc on apporte de la lactulose. Et prévention du sepsis, parce que 60% des hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes ou liées à l'hypertension portale sont liées à un sepsis sous-jacent. Donc après hémoc, radio de poumon, ECBU, ponction d'acide éventuelle, on commence un traitement préventif par une quinolone, IV au début, puis oral, type Noroxine 400. Voilà la prise en charge d'une hémorragie digestive immédiate lorsque l'on évoque la rupture de varices œsophagiennes, avant même que l'on ait fait la fibroscopie diagnostique et ou thérapeutique. Et j'insiste sur les 4 mots importants: le début du traitement vasoconstricteur, les IPP systématiques, la prévention d'encéphalopathie, la prévention du sepsis. Hormis la vidange gastrique, le reste, c'est de la réanimation banale d'une hémorragie. Ça sera le même, quelle que soit l'hémorragie. Comment complétez-vous votre bilan immédiat? Eh bien, vous vous y attendiez. Il faut faire une FOGD. Après vidange gastrique chez un patient stabilisé hémodynamiquement. Et là aussi, ceux qui répondent FOGD seuls, j'ai presque envie de dire qu'ils perdent des points. Les mots importants, c'est ça. C'est l'érythro et la stabilité hémodynamique. L'intérêt de la fibroscopie, elle sera diagnostique et elle sera thérapeutique, permettant une ligature, une sclérose, un autre geste, on en parlera. Ne pas oublier que votre bilan ne serait pas complet si vous ne faites pas systématiquement un bilan infectieux, puisque, je vous le rappelle encore, 60% des décompensations de l'hypertension portale sont liées à un sepsis sous-jacent. Les hémocultures, le CBU, la radio de poumon, la ponction d'acide exploratrice
avec cytologie et bactériologie si nécessaire, doivent être systématiquement faits et me semblent quasiment aussi importants que la fibroscopie dans la prise en charge du patient. Votre diagnostic est retenu. Il s'agit bien d'une rupture de varices œsophagiennes expliquant l'hémorragie. Citez les méthodes hémostatiques spécifiques proposables. Laquelle privilégiez-vous? Eh bien, celle qui est à l'heure actuelle utilisée en réanimation et dans les services de gastro-entérologie, c'est la ligature élastique externe faite au cours de la fibroscopie œsogastro-duodénale parce que c'est une méthode exsangue, c'est une méthode simple, qui est facilement faisable même par un gastro-entérologue tout seul sans aide, et donc on sauve rapidement la vie des patients grâce à cela. La sclérose endoscopique est un petit peu à l'abandon. Par contre, les vasoconstricteurs splanchniques sont strictement utilisés dès la prise en charge du patient, et nous verrons dans quelles conditions. Ne pas oublier, je le marque ici, la possibilité d'un shunt porto systémique par voie transjugulaire, donc la dérivation porto-cave intrahépatique, fait par les radiologues, qui est un geste à l'heure actuelle qui est réservé en sauvetage après échec d'une technique endoscopique chez des patients éventuellement transplantables. Les autres techniques, la sonde de Blackmore, la transsection œsophagienne, la dérivation porto-cave chirurgicale, sont maintenant, peut-être pas oubliées, parce que historiquement elles ont existé. La sonde de Blackmore peut être encore utilisée rarement, mais je dirais on ne les utilise plus. La ligature élastique a complètement modifié l'histoire de ces ruptures de varices œsophagiennes. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais interne en réanimation digestive, il y avait environ 40% de mortalité. La technique de la sclérose s'étant énormément développée et l'apparition des vasoconstricteurs splanchniques, quand j'ai été chef, on n'était plus qu'à 20% de mortalité. Et aujourd'hui, grâce à la ligature, grâce aux vasoconstricteurs, grâce à la technique que je viens de vous donner, on est à moins de 5% de mortalité par hémorragie digestive à la phase initiale lors des ruptures de varices œsophagiennes. J'ai noté ici, pour la petite histoire, en cas de varice cardiotubérositaire, l'obturation veineuse à la colle biologique. Le saignement étant arrêté, que risque ce patient pendant les 72 heures suivantes et quelles sont vos attitudes préventives? Oui, vous avez tous répondu ça, la récidive, et vous avez raison. Le risque majeur au début de la prise en charge, c'est effectivement la récidive, et c'est pour ça que, même si on a fait des ligatures, même si le gastro-entérologue a arrêté le saignement et a vu le saignement s'arrêter, on continue les vasoconstricteurs pendant environ les 72 heures qui suivent le geste et la prise en charge initiale. Pour être totalement complet, il y a d'autres complications qui peuvent émailler la phase initiale de la prise en charge thérapeutique d'une hémorragie digestive chez le cirrhotique. La décompensation encéphalopathique, on en a parlé, le lactulose, la vidange colique du sang, par éventuellement un peu de PEG. La décompensation œdématoacytique, je l'ai marqué ici, mais simplement pour vous dire que vous ne devez pas vous en soucier. Ce que je veux dire, c'est que ne limitez pas les apports hydriques et sodés d'un cirrhotique décompensé sur le plan septique ou sur le plan hémorragique par le risque de décompensation œdématoacytique. S'il a de l'acide, eh bien on la traitera de son côté a posteriori. Les troubles de la coagulation, ça c'est important de s'en souvenir parce que l'élément essentiel pour lutter contre les troubles de la coagulation au décours de la prise en charge, c'est de ne pas trop transfuser le cirrhotique et de limiter à une hématocrite aux alentours de 25%. Bien évidemment, l'utilisation de plaquettes, de plasma frais congelé, devra être est éventuellement parfois nécessaire. Par contre, attention, on exclut l'utilisation de PPSB qui, abonnant des facteurs activés, risque de décompenser une CIVD chez le cirrhotique. L'hyponatrémie, l'hypokaliémie, l'insuffisance rénale sera traitée et limitée grâce à une hydratation hydrosodée, j'insiste sur l'hydrosodée, suffisante, et c'est pour ça qu'on se fiche un petit peu de la décompensation œdématoacytique. Enfin, la décompensation septique avec l'antibiothérapie probabiliste ne doit pas poser de problème,
les complications iatrogènes post-ligature, ne pas oublier le risque de chute d'escarre, de fièvre, de douleur après ligature, voire de complications plus graves, mais relativement rares, et je dirais qui doivent être un peu oubliées face au poids de l'activité de cette technique de prise en charge. Citer les attitudes thérapeutiques visant à prévenir une récidive hémorragique à moyen et long terme que vous pouvez proposer. Alors attention, nous ne sommes plus dans les 72 premières heures. Quand vous avez des varices œsophagiennes, il faut faire une prévention. Le fait d'avoir une cirrhose implique de faire une FOGD. Si à la FOGD, vous avez des varices œsophagiennes, il faut faire une prévention primaire. Si ces varices saignent, il faut faire une prévention secondaire. La prévention primaire des varices œsophagiennes, c'est d'abord la surveillance par la fibroscopie, donc annuelle si ce sont des varices œsophagiennes supérieures ou égales à grade 2, tous les 2 ans si c'est des varices œsophagiennes inférieures, donc grade 0 ou 1. Et si ce sont des varices œsophagiennes supérieures ou égales à grade 2, il faut donner systématiquement des bêta-bloquants non cardiosélectifs, type Corgard ou Avlocardil. En cas de prévention secondaire, c'est-à-dire après saignement, c'est le cas ici, il faut proposer une prévention secondaire. Il faut proposer, la poursuite des règles de prévention et notamment des bêta-bloquants à l'absence de contre-indication. Alors méfiance, regardez toujours dans le texte si le patient n'est pas asthmatique ou autre chose. Et il faut proposer un programme d'éradication des varices œsophagiennes, principalement par ligature élastique externe. Énumérez les 3 principales complications de la cirrhose pouvant expliquer cette décompensation hémorragique. Comment ferez-vous la preuve du diagnostic? L'élément essentiel, c'est le sepsis, 60%, et on le traite. Ensuite viennent l'hépatocarcinome avec ou sans thrombose portale, et bien évidemment une poussée évolutive de la maladie. Et dans le cadre de l'hépatite B, ça peut être n'importe quelle poussée de la maladie, y compris une séroconversion dans le système E. Je vous rappelle que le fait de se débarrasser du virus actif entraîne une poussée de la maladie et que cette poussée de la maladie peut expliquer une décompensation de la cirrhose. D'ailleurs, proposez-vous un traitement spécifique de l'hépatite B, lequel et pourquoi? Eh bien, si vous êtes face à une hépatite B active, ce qui est a priori le cas de ce patient, ce qui veut dire que vous aurez fait un antigène HBE, un DNA du VHB, d'accord? Et que si vous êtes supérieur à 2000 unités par millilitre, eh bien, dans le cas de la cirrhose, je pense qu'il est légitime, malgré la décompensation, de proposer... Oh, j'ai fait une faute là. C'est VHB, pas VHC. Vous êtes en dessus de 2000 unités. Il faut proposer un traitement malgré la décompensation de la cirrhose. Parce que ça va diminuer la charge virale, parce que ça va donner une positivité de réponse en termes d'évolution de la cirrhose et en termes d'apparition des complications. Et le choix va vers soit un antinucléosidique, soit un antinucléotidique, entecavir, tenofovir, parce qu'il y a une contre-indication à l'interféron en cas de cirrhose, parce que c'est une utilisation orale, mais que ce traitement devra être donné à vie. Petite faute d'orthographe, mais vous l'aurez corrigé. Et puis on lui fait ce scanner au patient, et on a la surprise de voir ici, sur cette reconstruction, le foie, c'est une hépatomégalie, avec ici cette volumineuse tumeur et un tronc-porte qui est perméable. Décrivez le cliché ci-joint en légendant les numéros, quel est votre diagnostic, quels éléments vous vont permettre de confirmer le diagnostic. Je reviens à l'image. 1, c'est les poumons. 2, c'est le cœur. 3, c'est la rate. 4,
c'est la bifurcation portale. 5, c'est la symphyse pubienne. Et puis surtout, vous avez cette énorme hépatomégalie avec une lésion polylobée, unique, postérieure, partiellement nécrosée. Voilà les zones de nécrose. Et compte tenu de cet aspect, vous êtes en droit d'évoquer un CHC, un hépatocarcinome du foie droit, de fort volume, partiellement nécrosé, qui explique la décompensation chez ce malade. Et cette histoire est une histoire maintenant extrêmement fréquente, parce que les patients porteurs d'une cirrhose post-hépatidique B qui font une décompensation hémorragique, c'est souvent à l'occasion d'un CHC, le CHC étant particulièrement fréquent dans le cadre des hépatites B au stade de cirrhose. Donc une coupe scanographique en reconstruction, injectée, temportale. On a vu les 5 numéros, CHC du foie droit de fort volume. Bien évidemment, la confirmation ne saura être apportée que par une ponction biopsie guidée sur cette masse, en sachant que cette ponction biopsie ne sera pas toujours utile. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que si, sur un deuxième examen morphologique, notamment une échographie ou une IRM, vous avez une image qui est toujours évocatrice d'un CHC, et que parallèlement à ça, vous avez une alpha-fétoprotéine supérieure à 100 mg par litre, le diagnostic de CHC pourra être retenu sans preuve histologique. C'est, à ma connaissance, le seul cancer que l'on va diagnostiquer sans preuve histologique et traiter avec un accord des RCP sans preuve histologique. Quel traitement discutez-vous pour ce CHC ? Alors là aussi, on est un peu limite sur le programme, mais simplement pour se rappeler que pour une lésion qui fait plus de 5 cm, il n'y aura pas d'indication à un traitement curatif, parce que les traitements curatifs, c'est l'exérèse carcinologique qui ne sera pas possible sur une grosse lésion parce que ça va enlever tout le foie droit et en cas de cirrhose, le patient va mourir d'insuffisance hépatocellulaire post-chirurgicale. La transplantation sur des lésions de plus de 5 cm n'est pas recommandée et la destruction percutanée n'est pas faisable. Seuls ces 3 traitements sont curatifs dans le CHC. Les traitements palliatifs, chimioembolisation, chimiothérapie, autres, pourront être éventuellement discutés dans le cas présent. Donc ici, vous aviez un dossier extrêmement pratique sur une hémorragie digestive, sur la prise en charge d'une cirrhose. Je crois que ce type de dossier est parfaitement tombable. Il peut paraître un peu hépato-centré, bien sûr, mais il est un problème de prise en charge d'un malade dans sa transversalité, puisqu'il y a la cirrhose, le virus, la cause de la cirrhose, la prise en charge de la cirrhose et la complication hémorragique, auxquelles vous allez être confronté de façon pratique et de façon fréquente. Donc, tombable à l'ECN.